Les rencontres du Rav Morali avec le Chouk Ben Ogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, s'il n'y a pas de réaction, donc c'est bon. En tout cas, je suis très heureux avec toute l'équipe de vous recevoir pour une nouvelle émission en partenariat avec le Chouk Ben Ogros et l'Ilmod pour le Zoom sur Hanouka. L'idée de ce thème que nous vous proposons ce soir, c'est de nous préparer à Hanouka qui commencera dimanche soir prochain. Hanouka symbolise pour nous tous en fait la révolte des Hashmonaïm contre les Grecs qui ont profané le temple en moins 165. Les combats ont été rudes pendant plus de 3 ans. Et donc, partant de cette idée-là, de cette image de révolte spirituelle au moment de Hanouka, nous avons essayé de voir s'il y avait d'autres comparaisons dans l'histoire d'Israël où il y avait cette révolte, il y avait ce vent de révolte, cette possibilité de révolte, cette révolte spirituelle, et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce soir. Alors, lorsqu'on parle de révolte spirituelle, je voudrais mettre en évidence 2 points, 2 éléments que je vous présente tout de suite. Le premier, c'est le point de la révolte elle-même. Et le second, ce sera les enchaînements révolte due à la révolte. J'ai une question à vous poser simplement. C'est pourquoi les Grecs ont rendu impures les huiles au lieu de les détruire. En fait, s'ils voulaient détruire tellement toute activité au Beth Amikdash, ils auraient cassé toutes les fioles d'huile et l'affaire a été réglée. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont rendu impures
d'après un commentateur, le problème essentiel à l'époque des Hashmonaïm provenait du pouvoir grec. Ils essayaient à tout prix de retirer à Israël cette capacité aux autres nations, il n'y a pas de problème, mais enlever la dimension de rattachement du peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Et donc, chose paradoxale, il y avait à la même époque un parti qui s'appelait les Hellénistes, qui voulaient s'assimiler, qui voulaient se rapprocher du pouvoir grec, imiter leur manière, porter les mêmes noms, avoir les mêmes lois grecques, qui essayent d'assimiler à tout prix la nation juive qui habitait encore en Israël. Et d'autre part, vous avez un petit groupe qui s'appelle les Hashmonaïm, qui essayait de surmonter cette guerre civile et de surmonter les épreuves. Pour revenir à la question de la pureté, il n'y a aucune émouna, aucune foi en une huile pure ou impure. Donc pour eux, ça ne correspondait à rien. Par contre, ils voulaient affirmer aux yeux des nations et dire, regardez comment les Juifs se comportent. Pour eux, l'huile impure ne peut pas être utilisée au Beth Amikdash. Ils vont allumer les bougies, où il y a les bougies de la menorah, avec de l'huile impure. Et donc, de ce fait, ils voulaient mettre en évidence, à défaut, les Hamim et les Et donc, puisqu'il est impur, l'huile peut être impure, et donc on pouvait allumer les lumières sur la menorah du Beth Amikdash avec cette huile impure. Les Chachamim de l'époque, comprenant la situation, ont décrété qu'on ne pourra utiliser qu'une huile pure que pour l'utilisation du Beth Amikdash. Et donc, de là, on comprend tout à fait le miracle maintenant des Hashmonaïm. On a, d'un côté, la possibilité d'une fiole d'huile avec l'estampille du Kohen Gadol, qui donne ainsi la possibilité d'allumer comme selon la halakha. Et au lieu que cette lumière puisse durer un seul jour, elle va durer 8 jours. C'est de là le miracle de Hanouka. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, sur laquelle je voulais insister, c'était les enchaînements de l'histoire dus à la révolte. Et alors, je dois vous dire que j'ai trouvé dans un livre écrit par Marc-Alain Wapnin, dans un livre Ouverture chassidique, il écrivait la chose suivante. Le judaïsme n'a pas produit d'historiographie, et pourtant, le judaïsme développe une conscience historique par l'intermédiaire du rituel qui devient porteur de la charge symbolique de l'histoire. Ainsi peut-on montrer qu'il existe des contre-secousses culturelles des événements fondateurs. Et je veux vous donner tout de suite les exemples. La sortie d'Égypte fut suivie en fait du don de la Torah. La destruction du temple donnera lieu au développement de la loi orale ou le Talmud. L'expulsion des Juifs d'Espagne nous donnera la possibilité de la découverte de la compréhension de la Kabbale à Sfat, au XVIe siècle. Les massacres de 1648-1658, le développement de la Chassidoute, et ainsi de suite. On comprend que les événements qui sont des révoltes à un moment donné d'Israël, qui sont dans la chair du peuple d'Israël, sont d'une portée énorme, mais ils ont aussi une dimension spirituelle, à savoir le dévoilement, le rapprochement du peuple d'Israël dans un espoir nouveau, une force renouvelée d'un développement d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à présent. Donc, c'est ces révoltes spirituelles qui ont donné au peuple d'Israël un message fort, mais aussi elles ont apporté un regain de la pensée juive. Et la question de ce soir, est-ce qu'on peut retrouver ce schéma-là eh bien, tout au long de l'histoire d'Israël et des révoltes spirituelles que nous allons vous présenter maintenant ce soir. Le premier intervenant sera Yossi Tuitou, qui nous parlera d'une grande victoire, pas trop éclatante, d'après le titre qu'il a choisi. David Shawat nous présentera la révolte de Bar Korba est-elle justifiée? Vous voyez donc, avec Hanouka, nous sommes en moins 165. Avec David Shawat, Bar Korba, nous sommes en plus 130. Puis le troisième intervenant sera Shlomo Balsam, les armes de l'esprit, histoire de Marianne Cohn, une grande résistance juive sous la France de Vichy, et qui sera, donc on est à l'époque de la Shoah et en France. Et le quatrième intervenant sera Ariel Assaf, qui lui a voulu mettre en évidence le vent de révolte spirituelle, j'entends, en 1945, dès 1945, avec les Juifs de révolte contre l'Empire britannique.
Alors, avant même de passer la parole à nos intervenants, je voudrais remercier Shmuel Lasri à la technique, à Johan, à Patrick et à Laurent pour leurs conseils. Et je vous recommande de vous retrouver sur YouTube les rencontres du Rav Sadia Morali. Vous aurez ainsi la possibilité et de vous inscrire et de retrouver les différents enseignements qui seront présents. Voilà, alors maintenant nous pouvons commencer notre soirée. Et le premier intervenant de ce soir, c'est Yossi Tuitou, qui est guide et enseignant. Est-ce qu'il est, on peut faire le lien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que... Oui, on t'entend par intermittence, Rav Morali. Parfois, tu es un peu coupé. OK. Est-ce qu'on en arrive à faire la connexion avec Yossi Tuitou? Yossi Twitou, est-il parmi nous? Yossi, si tu nous entends, ouvre ton micro. Sinon, on peut tout de suite passer le film de David Chawat qui est juste Non, non, on après. a Shlomo qui est là, sinon. Shlomo est Et présent. Shlomo Il faut devant nous. donner. Tout à fait. Si Shlomo est Ben alors, prêt, bien Shlomo. sûr. Alors, Shlomo, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Vous êtes guide aléatoire, président de la LUMIM, s'il y a besoin de préciser. Et vous êtes un grand spécialiste de toute cette période par rapport à la Shoah et par rapport à la France. OK, merci. Est-ce que c'est possible de faire share screen, que je montre quelque chose? Oui, on te le met tout de suite. Voilà, tu peux. Je l'ai mis. C'est bon? Si tu peux mettre le PowerPoint en Oui. grand, en bas à gauche. Ah, Voilà, là, descend. ouais. À côté du voilà, vidéo. Voilà. Vidéo qui ça va monter chez nous. Oui, une seconde. Voilà. C'est bon? On On Non, voit. chez nous, on est resté coincé sur la page. Moi, je le vois bien. Ah, c'est bon, Shmuel te l'a fait, il te l'a préparé. Tu lui dis top, top, et lui, il passe. Bechavot, Shlomo. OK. Alors, je vais parler d'une grande résistante, Marianne Cohn. Marianne Cohn est née en Allemagne, à Mannheim, 17 septembre 1922. Et la famille va s'enfuir d'Allemagne quand les nazis viennent au pouvoir. Ils vont passer de pays en pays, Tchécoslovaquie, Espagne. Ils vont arriver en France. Les parents vont être arrêtés au camp de Gurs. Et qu'est-ce qui va devenir avec Marianne Cohn? Elle va être prise en charge par les éclaireurs israélites de France et les maisons de Lozé. Elle et sa sœur vont être également dans la maison de Moissac, où notamment Robert Gamzon et les EI vont être extrêmement actifs avec l'aide de Lozé et d'autres. Le mouvement juif sioniste vont être très impliqués dans la résistance. Il y a un livre qui est paru sur Marianne Cohn que je vous conseille beaucoup, de Magali Torza. On voit la photo à l'écran, Marianne Cohn, par Magali Torza, qui était prof à Lucien de Hirsch et qui a fait tout un travail universitaire sur Marianne Cohn, qui va être assassinée le 8 juillet 1944. Alors, un des premiers, est-ce qu'on peut faire passer le... Voilà. Non? La photo ne passe pas. Voilà. Un des premiers problèmes de la résistance en France, Robert Gamzon a organisé à Moissac, dans le sud de la France, qui était encore soi-disant libre. Immédiatement, comme il y avait beaucoup de profs juifs chassés de toutes les écoles parce qu'ils ne pouvaient plus enseigner, il a commencé à faire des séminaires pour former des profs à enseigner le judaïsme. C'est-à-dire qu'une des premières résistances juives, puisque les Allemands ont commencé à brûler les livres, c'est de garder la culture juive. Et ça va être une grande résistance partout et également en France. Et la première résistance que va faire Robert Gamzon, le patron des éclaireurs israélites de France, et bien d'autres, bien sûr, André Neher et d'autres, c'est d'organiser des séminaires pour former des profs
et continuer la spiritualité juive. Ils veulent pas seulement détruire les Juifs, les Allemands, ils veulent également détruire la culture juive. Donc, le premier chose, c'était de sauver la culture juive. Et un autre ordre qui est venu très, très rapidement au fur et à mesure des événements et des arrestations, les premières arrestations en zone nord, l'ordre était de sauver le plus possible d'enfants. Ça revient dans beaucoup d'endroits, en Pologne, ça revient également au ghetto de Terezín en Tchécoslovaquie. Il faut protéger et sauver le plus d'enfants possible, garder l'avenir. Donc, l'ordre était se sauver des enfants. Donc, il faut organiser plusieurs choses pour sauver des enfants. La première chose qui a été organisée, on passe à l'image suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Alors, la première chose, c'était de garder les enfants. Il y avait dans le sud de la France beaucoup de dizaines de maisons de logés. Logés a été créé en 1912 en Russie. Ils sont passés ensuite à Berlin dans les années 20. Et bien sûr, avec la montée de plus en plus forte des nazis, le centre de logés, qui était d'ailleurs, dont le président était Albert Einstein, le centre de logés est devenu à Paris et un peu dans le nord, mais surtout dans le sud de la France, on a créé beaucoup de maisons d'enfants et le problème était de demander aux parents de leur confier les enfants parce que peut-être qu'il était plus facile de sauver des enfants que des parents avec des nationalités complètement différentes et pas françaises. Donc, on remplit les maisons d'enfants de logés d'enfants et beaucoup des gens des EI, du mouvement jeunesse de France, de l'OSE bien sûr, vont enseigner aux enfants, continuer à enseigner ces enfants. Et beaucoup d'enfants qui ont survécu la Shoah, qui étaient dans ces maisons, ont dit que c'était le bonheur et que leur vraie guerre a commencé en 1945, parce qu'en 1945, ils ont découvert qu'il n'y avait plus de papa et de maman. Eux-mêmes ont été cachés. Maintenant, dès que commencent les grandes arrestations en France, dans le sud de la France, à partir de fin 42, immédiatement, on doit disperser tous les enfants des maisons d'enfants chez ce qu'on appelle aujourd'hui les justes parmi les nations. Et alors, les justes parmi les nations, il faut les trouver. C'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas dans la rue avec une pancarte « Je suis prêt à sauver des Juifs ». Donc, c'est la résistance juive qui ont cherché des endroits. Alors, ils ont découvert des villages comme Dieu-le-Fit, le Chambon-sur-Lignon et d'autres personnes, des gens d'église, des gens simples, des braves paysans qui étaient prêts à prendre des enfants. Donc, à partir d'un certain moment, on commence à cacher les enfants qui étaient dans les maisons de logés. Il y en a malheureusement qui ont été arrêtés, mais une grande partie, la grande majorité, a été sauvée par la résistance juive. On continue, s'il vous plaît, Od Atmuna Abba. Atmuna Abba, Bavakasha. Alors, il y a des gens qui commencent à faire des réseaux parce que cacher les enfants, ça ne suffit pas, ça devient de plus en plus dangereux. Il faut faire passer les enfants dans d'autres pays comme la Suisse qui est neutre, entre guillemets. J'ai beaucoup de comptes à régler avec la Suisse sur ce point de vue-là, parce que la Suisse était fermée, entièrement fermée, et les quelques milliers de Juifs qui ont réussi à passer en Suisse, un peu moins en Espagne, mais surtout en Suisse, beaucoup ont été refoulés par les Suisses. La Suisse, il y avait un titre qui s'appelait « The boat is full », le bateau est plein, on ne peut pas recueillir les réfugiés suisses. Mais il y avait des réseaux qui permettaient de faire passer les gens en Suisse. Alors, qui étaient les chefs de ces réseaux? Il y a un réseau qui était dirigé par Georges Loinger, béni soit sa mémoire. Georges Loinger, qui est décédé il y a quelques années à un âge très, très avancé, près de 100 ans.
a organisé des passages en Suisse et organisé donc tout un groupe de jeunes filles, notamment des jeunes filles, pour être des passeuses qui emmenaient les enfants en Suisse. Donne-moi ça, va t'asseoir, au lieu de tenir comme un cow-boy. S'il vous plaît. Oui, va. Fais des pas normaux, arrête de faire le... Alors, Ouais. Mettre sur mute, s'il vous plaît. je sais si tu peux couper les sons des gens. Donc, il faut des jeunes filles. Et Georges Loinger et un autre monsieur qui s'appelle Georges Garel, donc qui a créé un réseau qui s'appelait le réseau Garel, a commencé à faire organiser des groupes d'enfants. On ne peut plus les cacher et il faut les faire passer absolument en Suisse. Mais il faut des jeunes filles pour aider. C'était plus facile que ce soit des jeunes filles qui s'occupent de ces enfants pour les faire passer en Suisse. Et Marianne Cohn, qui arrivait en France au début de la guerre avec ses parents. Ses parents ont été arrêtés en tant qu'Allemands et mis au camp de Gurs. Elle et sa sœur ont été recueillies donc dans les maisons d'enfants. Elle avait déjà quand même 18 ans, 19 ans. Elle a été recrutée par Georges Loinger et Georges Garel pour être une passeuse d'enfants, d'essayer de faire passer des enfants en Suisse. Et vraiment, le système était, le slogan était, il faut sauver le plus d'enfants juifs possible. Un mot de ce qu'on voit sur les photos. Georges Loinger a un cousin qui s'appelle Marcel Mangel, que tout le monde connaît parce que c'est le mime Marcel Marceau, qui lui-même a participé beaucoup il y a un film qui est sorti là-dessus d'ailleurs, il a participé beaucoup à l'évasion d'enfants et à sauver des enfants. J'ai mis également la photo d'une chanteuse israélienne la plus connue, qui est aussi une des petites cousines de Georges Loinger, qui est Yardena Arazi, que beaucoup d'Israéliens connaissent. Donc, le plan était de sauver le plus possible d'enfants. C'était ça l'ordre du jour de la résistance. Anachnu ovrim la tmuna haba. On passe à la photo d'après, s'il vous plaît. Atmuna haba, bevakasha. Alors, Marianne Cohn rentre donc dans le réseau Garel et est recrutée dans le réseau Garel. Elle vient d'une famille allemande qui était pas tellement, qui était assez assimilée en Allemagne. Elle découvre plus en plus le judaïsme à Moissac et au contact des éclaireurs et éclaireuses israélites de France et des gens, des mouvements sionistes et d'autres organisations. Elle devient de plus en plus impliquée et comme tout celui qui revient très rapidement au judaïsme, elle veut absolument faire quelque chose, être utile. Elle va commencer à faire passer des enfants en Suisse. Pourquoi? Parce que celle qui l'a précédée, Mila Racine, qui va être assassinée à Ravensbrück, elle a été prise avec un groupe, alors qu'elle faisait passer des enfants. Elle va être arrêtée et il faut remplacer Mila Racine. Et celle qui va remplacer Mila Racine, c'est notre chère Marianne Cohn. Et Marianne Cohn va faire passer du côté de Annemasse, la frontière suisse, 28 enfants, seulement elle va être arrêtée. Elle va être arrêtée, elle va mettre en prison avec les 28 enfants et elle va être torturée terriblement. Et la résistance juive, notamment Georges Loinger et Samuel Lévite, et d'autres grands résistants, lui font passer un message, c'est ce que Lucien Lazare nous raconte, comme quoi on va essayer de faire évader. Et elle refuse de s'évader parce que qui va s'occuper des enfants? Finalement, les enfants, eux, vont être sauvés par un juge parmi les nations, le maire de Annemasse, Jean Defoe. Jean Defoe
est juste parmi les nations aujourd'hui. Il était membre de la résistance, il était maire d'Annemasse. Et lui, comme on est en 44, on est presque à la fin de la guerre, Jean Defoe va tout faire pour sortir les enfants de la prison. Mais Marianne, on ne peut pas la faire sortir de prison. Elle va donc rester en prison. Elle va être torturée horriblement. Elle va être torturée horriblement. Et finalement, elle va être assassinée d'une façon horrible. Et à côté d'Annemasse, dans une des prisons. Et elle a écrit un poème. On a retrouvé, c'est ce que m'a dit Lucien Lazare, que le poème qu'elle a écrit a été mis dans la poche d'un des gosses. Ça a été retrouvé dans la poche d'un des enfants qui a été sauvé par juste Jean Defoe. Et elle a écrit ce poème-là, dont je vais vous lire le début. Le poème figure à Yad Vashem, figure dans beaucoup de musées. On voit ici une des plaques. Dans beaucoup d'endroits, il y a le fameux poème de Marianne Cohn qui s'appelle « Je trahirai demain ». Alors, je vous lis le début. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Et elle va malheureusement être abattue. Elle est devenue un symbole. Pourquoi elle est devenue un symbole? Comme les bougies de Hanouka, c'est pour elle, comme Hana Senesh, comme d'autres, beaucoup d'autres. Hana Senesh a écrit la résistante qui a été envoyée de la terre d'Israël comme parachutiste pour essayer d'aider des Juifs de Hongrie. Elle a écrit également un poème qui s'appelle Heureux, Ashrei Agafour. Heureuse est l'allumette qui allume un feu, le feu de la liberté, du retour à la spiritualité juive et au peuple juif. Elle a écrit ce poème-là, il était assassiné en Hongrie, à Budapest. Marianne Cohn a écrit le poème « Je trahirai demain ». Et quand j'allume les bougies de Hanouka, je pense à ces gens-là qui ont été pour nous comme des grandes lumières, qui ont essayé de... Donc la résistance a commencé d'abord par continuer à enseigner le judaïsme, ensuite sauver des enfants, sauver le plus d'enfants juifs possible pour garantir l'avenir du peuple juif. Et Marianne Cohn est un grand exemple dans ce cas-là. Et ensuite, et rien qu'ensuite, on prend les armes. Et en France, les groupes de combattants juifs ont commencé un peu plus tard. Il y avait un groupe, le main-d'œuvre immigrée, FTP, francs-tireurs et partisans, qui ont commencé, qui étaient communistes, qui eux ont commencé à tuer des Allemands immédiatement en 41, quand a commencé l'opération Barbarossa, parce qu'ils ne comprenaient pas l'accord entre Hitler et Staline. Le narratif russe est de dire que Staline voulait rouler Hitler, il a signé un pacte avec lui. Et donc les résistants juifs communistes en France ont commencé à agir immédiatement, dont mon oncle Marcel Einhorn, qui était un des résistants juifs proches du Bund, des socialistes et communistes. Mais la majorité des groupes se sont d'abord occupés de sauver la spiritualité des enfants, et ensuite on va se battre également les armes à la main. Donc cet exemple-là est pour moi, quand j'allume les bougies de Hanouka, je me rappelle, chaque bougie est pour moi une petite flamme, et Marianne Cohn était une de ces petites flammes. Voilà, Hanouka Sameach, merci de m'avoir donné la permission de vous parler.
Alors, merci beaucoup pour votre témoignage, pour le témoignage de toute cette époque, de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont aidé à la survie du peuple d'Israël en France. Et c'est évidemment avec beaucoup d'émotion qu'on vous a écouté. Nous espérons une prochaine fois vous réécouter sur le sujet Bezat Hashem plus longuement. Et nous continuons avec le programme avec Yossi Tuitou. Je pense qu'il est relié maintenant. Il peut nous parler. Oui, vous m'entendez? Voilà, absolument. Alors, je suis désolé pour le temps. Simplement, on a le plaisir maintenant de vous écouter avec plaisir. Tov. Et aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu, ça a beaucoup tourné dans les réseaux sociaux. Ça a été publié, je pense, dans toutes les plateformes de journaux ou de news israéliennes. On a publié aujourd'hui un trésor qui a été trouvé dans une grotte à côté d'un wadi, d'un oued, d'un lit de rivière asséché dans le désert qui s'appelle le Nahal Darajé, dans le nord de la mer Morte, donc le désert de Judée, le nord de la mer Morte. Il y a là-bas une grande grotte qui s'appelle Meharat Mourabat, la grotte Mourabat, et on a trouvé il y a quelques mois un trésor. Ce trésor qu'on a trouvé, c'est une boîte en bois. Je ne sais pas si Shmuel a la rit cette atmonot. Normalement, Shmuel. Oui. Pardon? Ken? Oui. Ah, ok, très bien, je vois. Parfait. Donc là, vous voyez donc la grotte qui se trouve donc dans le désert, dans le nord de la mer Morte. Et on a trouvé à l'intérieur de cette grotte un trésor. C'est quoi? On a trouvé une boîte en bois, une boîte conique en bois, extrêmement bien conservée, Efchar Lavir, Shmuel. Et dans cette boîte en bois, protégée, vous avez les choses suivantes. Regardez, vous avez du tissu de couleur argamane, je crois que c'est écarlate. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est, regardez, vous avez une série de pièces. C'est 15 pièces, Efchar Lavir, voilà. Les 15 pièces que vous voyez ici, et ce sont toutes des pièces de l'époque Hashmonaïte, donc de l'époque de l'histoire de Hanouka. Donc, c'est un trésor de 15 pièces d'argent qui a été trouvé et qui a été publié aujourd'hui. Et en fait, on a des dates sur ces pièces-là. Les dates qu'on a sur ces pièces-là, il y a 2 rois, si je ne me trompe pas. Il y a le roi Talmaï, il me semble que c'est Ptolémée en français. Et ça va jusqu'à un roi qui est bien connu, qui est Antiochus Epiphanes, donc Antiochus le 4e. Et les pièces les plus récentes, on va dire, sont de moins 170. Alors, j'aimerais qu'on fasse une espèce de jeu, d'exercice. J'aimerais qu'on fasse une espèce d'exercice ensemble, de devinette. Qui c'est qui a mis ce trésor dans cette grotte par rapport à l'histoire de Hanouka? Quand c'est que dans l'histoire de Hanouka qu'on connaît, ces pièces ont pu être mises? Il y a quelqu'un qui est là-bas et qui cache un trésor. Alors, quand c'est qu'il y a dans l'histoire de Hanouka des gens qui sont dans des grottes, dans le désert, au bord de la mer Morte? Première possibilité, ça va bien avec les dates qu'il y a sur les pièces. La première possibilité, c'est plus ou moins avec le début de la révolte. Rappelez-vous, le début de la révolte commence à Modine. Ça commence quand les envoyés d'Antiochus demandent à Matityahu de participer à la cérémonie où il doit égorger un cochon, etc., en l'honneur de Zeus. Il refuse de le faire. Il tue celui qui veut le faire et il prend la fuite avec ses 5 fils vers, nous dit le livre des Maccabim, Sefer HaMaccabim Aleph, le livre des Maccabim 1, nous dit qu'il va vers le désert, mais en fait, on sait qu'il va vers les montagnes qui sont les montagnes de Gofna. Les montagnes de Gofna, c'est les montagnes qui sont à l'est de Modi'in, Et donc, c'est par là qu'il prend la fuite. Et il se cache dans des grottes. Mais il n'est pas le seul à se cacher, parce qu'il a des partisans, Matityahu. Les Maccabim ont des partisans, les Hashmonaïm ont des partisans, et ces partisans-là vont eux aussi prendre la fuite et s'en vont, nous dit le livre des Maccabim, se cacher dans le désert. Quel désert? Le désert de la mer Morte. Et on vient dire aux Grecs, aux Séleucides, on vient leur dire à Jérusalem, les partisans de Matityahu, celui qui a lancé la révolte, ou ce qui semblerait être une révolte, se cachent dans le désert. Et donc, on détache une force armée qui va les traquer dans le désert et qui les traque dans une grotte dans laquelle ils sont cachés. Et on leur propose de se rendre et donc, en fait, de se coucher en fait, devant les Séleucides et de ne pas faire partie de ceux qui se révoltent. Ils refusent de le faire et donc, ils sont attaqués. Et quand ils sont attaqués, c'est un Shabbat et il y a une histoire sordide qui est racontée par le Sefer HaMaccabim notamment,
qui dit que c'est un Shabbat et donc ils décident de ne pas se battre. Et comme ils décident de ne pas se battre, ils sont massacrés jusqu'au dernier. On parle de 1000 morts. En tout cas, c'est le chiffre qui est mentionné dans le livre des Maccabim. C'est avant déjà les combats de Yehuda. C'est le tout début de Hanouka. Donc, on est vraisemblablement autour de moins 167. Moins 167, c'est une première possibilité. Cette possibilité, on la connaît, elle fait partie de l'histoire de Hanouka qu'on connaît. Mais en fait, il y a une autre possibilité. Cette autre possibilité, c'est qu'en fait, ce trésor-là, ces pièces-là, ont été cachées par des gens qui se réfugient, mais après l'histoire de Hanouka. Ça veut dire après le fameux 25 qui se lève au temple, et la fiole d'huile, et les 8 jours, etc., et le miracle, quelques années après. Quelques années après, on a besoin de se réfugier dans le désert de nouveau. Ça ne va pas très bien avec l'histoire qu'on connaît. Alors, je fais un petit récap et je rajoute, et j'accentue 2-3 points. Rappelez-vous, celui qui va mener la révolte, après que Matityahu meurt, il meurt très vite, Matityahu, dès que la révolte commence, il meurt sûrement de vieillesse et de fatigue dans les grottes, c'est Yehuda, un des 5 fils. C'est Yehuda. Lui, Matityahu a désigné Yehuda et Shimon, mais il semblerait que c'est Yehuda qui prenne la tête. Et donc, Yehuda on connaît 8 combats, qui sont les combats de Yehuda à Maccabi. Après le 4e combat, Yehuda profite d'un flottement suite à la 4e victoire, donc du 4e combat, dans l'armée ennemie et le général Lysias, et il sent que le moment est venu, et donc il dit, venez, on fonce maintenant à Jérusalem, et on va libérer le temple et purifier le temple. Ils vont à Jérusalem, ils libèrent le temple, ils purifient le temple, ils préparent le temple pour le culte de nouveau, et le 25 du mois de Kislev, ils inaugurent le temple avec toute l'histoire qu'on connaît autour. Maintenant, il y a un point qui est important. On parle du temple, seulement la ville de Jérusalem, il semblerait qu'elle n'est pas libérée. Ça veut dire qu'il y a une forteresse qui est tenue par les Séleucides, donc les Grecs, les Hellénisants, les Séleucides, qui s'appelle la Chakra. Cette forteresse-là est la forteresse, en fait, qui tient en place les Séleucides et leur mainmise sur Jérusalem. Cette forteresse, elle tient, elle n'est pas prise par Yehuda. Donc, il y a une libération religieuse, on va dire, de Jérusalem par rapport au Beth Amikdash. C'est le 25 de Kislev. Mais l'indépendance de Jérusalem, d'ailleurs de tout Israël, n'est pas retrouvée. J'avance dans mon histoire. Yehuda Maccabi va perdre son 5e combat, perdre un des frères, c'est déjà le premier qui meurt, Elazar, rappelez-vous, qui meurt sous l'éléphant. Miraculeusement, Antiochus meurt, et donc, malgré qu'il a perdu le combat, il peut s'en sortir. Il gagne son 6e combat, son 7e combat, il perd son 8e combat, et il meurt au 8e combat. Il arrive à rassembler seulement 800 soldats, une partie le quitte, il dit, moi, je n'ai pas le droit de quitter le combat, et il meurt à ce 8e combat, et a priori, tout est fini. Ça veut dire que s'il y avait un Hanouka, il aura été fêté pendant 2-3 ans, ou peut-être 4 ans, mais pas plus que ça. Parce que quand je vous dis que tout est fini, c'est tout est fini. Ça veut dire que Jérusalem est perdue, ça veut dire qu'on se sauve, ça veut dire qu'on est traqué par les Séleucides, ça veut dire qu'on est tellement traqué qu'il faut se sauver, nous raconte le livre de Maccabim, dans les grottes de Tkoa, la région de Gush Etzion, pour ceux qui connaissent, au sud-est de Yerushalayim, et jusque dans la mer Morte, au bord de la mer Morte. Maintenant, vous connaissez votre Tanakh, quand on se sauve dans le désert, c'est vraiment qu'on est dans une situation désespérée. Et plus on est dans un désert difficile, plus on est loin, plus on est proche en fait de la mer Morte, et plus on est traqué, et plus on est dans une sale situation. Rappelez-vous, le roi David, traqué par Shaoul et ses 3000 soldats, le dernier endroit en Israël, avant de quitter Israël, où il essaye de se réfugier, c'est au bord de la mer Morte, dans les forteresses, dans les falaises de En-Gedi. Et là, c'est pareil. Ils se sauvent dans des grottes. Et donc, ils perdent Yerushalayim, ils perdent leur armée, ils perdent tout ce qui a été gagné pendant ces 8 combats de Yehuda à Maccabi, et on se retrouve exactement comme au tout début de la révolte, et tout s'est cassé la figure. En fait, c'est même pire que ça, parce qu'il y a une vengeance terrible des Séleucides. Ils prennent aussi tous les notables de Judée, ils les prennent en otage. Dans la forteresse, la Chakra de Jérusalem, pour être sûr qu'elle ne sera pas attaquée. Et il y a même plus que ça, nous raconte le livre de Maccabim un fait qui est intéressant à mon avis. Je vous donne une interprétation d'un de mes maîtres par rapport à ça, Dr Hagi Amitsour. On ordonne
de casser, de détruire les murs du temple qui avaient été construits par Yehuda Maccabi. Pourquoi est-ce que ce fait qui, a priori, pourquoi est-ce qu'on parle des murs du temple? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, dans un temple grec, il n'y avait pas de mur. Le temple devait être ouvert. Et donc, en fait, quand Yehuda Maccabi arrive, avec l'histoire de Hanouka qu'on connaît, et qu'il reprépare le temple, il le remet en état pour qu'il puisse être le Beth Amikdash, il va reconstruire les murs du temple qui avaient été descendus par les Grecs parce qu'ils en avaient fait justement un temple grec. Et donc, si le livre des Maccabim, si l'histoire nous raconte que les Séleucides vont de nouveau détruire les murs du temple, ça veut dire que le temple redevient un temple païen. Et a priori, c'est le Hanouka le plus éphémère qu'on connaisse. Et voilà, quoi, tout s'est cassé la figure. C'est même plus que ça. Je vous donne encore un élément pour que vous compreniez combien, en fait, on a tout perdu, on est même parti en arrière. Ceux qui vont mener la révolte après Yehuda, ce sont 2 frères. Il reste 3 frères. Yehuda est mort, Elazar est mort. Il reste maintenant Yochanan, Jonathan et Shimon. Jonathan est acculé par le général qui se bat maintenant contre lui, qui s'appelle Bakrides. Et comme il est acculé, qu'il doit se battre, il dit à son frère Yochanan, il lui dit, prends les femmes, prends les enfants, traverse le Jourdain et va chez nos alliés, les Nabatéens, la ville de Medva, ce sont nos alliés, réfugiez-vous là-bas pendant que nous, on essaye de tenir et de doucement reprendre le dessus. Et donc Yochanan prend les civils, prend les femmes et les enfants, traverse le Jourdain et ils sont massacrés jusqu'au dernier. Ça veut dire que nos alliés, ceux qu'on croyait être nos alliés, qui sont les Nabatéens, ils savent très bien qu'il est foutu, que les Maccabim sont foutus, que les Hashmonaïm sont foutus, et donc ils vont transgresser, ils vont rompre leur alliance, parce que maintenant il faut être copain avec les Séleucides, et donc voilà, les familles sont perdues, les enfants sont perdus, et le troisième frère des Maccabim va mourir. Et doucement, pendant 2 ans, Jonathan va doucement reprendre le dessus, mener des opérations de commando, sortir de ses grottes. Il va épuiser l'armée séleucide et doucement commencer à constituer une armée régulière, et pas seulement des paysans qui prennent les armes quand il y a besoin de prendre les armes. Il devient une force, il gagne des combats, il se venge de ses ennemis, il fait payer très cher ceux qui ont rompu des alliances contre lui, les alliances qu'il y avait avec lui, notamment les Nabatéens et d'autres. Il devient donc une force redoutable et il devient une force politique importante. Et donc, en fait, on a ici, si vous voulez, une politique un petit peu différente de Jonathan par rapport à son frère Yehuda. Au lieu d'opérations commando et de guerre, et on fonce à Jérusalem, il est maintenant en train de reconstruire quelque chose qui va lui permettre d'arriver vers quelque chose qui inclut le temple, mais pas seulement le temple. On comprend maintenant que l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est une idée de souveraineté. C'est une idée de souveraineté. Il prend du poids politique, et donc quand il y a des guéguerres entre les successeurs séleucides, les Grecs, pour savoir qui c'est qui va être le nouveau roi, etc., chacun veut compter avec Jonathan, chacun lui promet, et Jonathan va devoir choisir avec qui il fait son alliance. Et je vous rajoute un fait qui est intéressant, et j'en arrive à ma dernière partie. Dans les promesses que Jonathan reçoit de tous, la promesse du temple, elle est facilement obtenable. Ça veut dire que Jonathan et Shimon peuvent obtenir que le temple soit à eux, que le culte soit un culte qui soit Al-Taharat HaKodesh, qui soit le culte du Beth Amikdash comme il faut, sans idolâtrie, sans tout ce qu'il y avait, pur et purifié. Et pourtant, Jonathan veut beaucoup plus que ça. Les revendications de Jonathan sont des revendications de souveraineté, des revendications qui sont nationales. Et finalement, en moins 142, a priori, on arrive à l'indépendance. Sauf que cette histoire chaotique, elle n'est pas finie. Parce qu'en moins 142, Jonathan se fait avoir, va à une rencontre politique dans la ville de Akko, et là-bas, il est pris dans un guet-apens et il est assassiné. Et donc, en fait, il ne reste qu'un seul des 5 frères, c'est Shimon. Shimon reprend le flambeau et c'est lui, Shimon, le dernier des frères Hashmonaïm, qui va aller à Jérusalem et cette fois-ci, il va conquérir la forteresse et pas seulement libérer le temple. Et il va, pour la première fois,
déclarer l'indépendance, recevoir l'indépendance, elle est reconnue par les puissances. Et donc, enfin, en moins 142, le dernier des 5 frères déclare l'indépendance, une indépendance qui était perdue depuis, depuis la destruction du premier temple. Et une indépendance qui va durer jusqu'à la destruction, jusqu'à plus ou moins, qui va durer plus de 200 ans. Et donc, ma question, et avec ça, j'aimerais finir, c'est, alors, qu'est-ce qu'on fête au juste à Hanouka? Qu'est-ce qu'on fête le 25 qui se lève? Parce que si on pose l'histoire comme elle est posée par le livre des Maccabim, par le Sefer HaMaccabim, en tout cas le premier, qui est le plus fidèle, il semblerait que c'est un soldat de Yehuda et des Maccabim qui raconte l'histoire, donc c'est un témoin de cette histoire-là. Eh bien, l'affaire de Hanouka et du 25 Kislev, elle est au tout début, et puis c'est un échelon, enfin c'est une très bonne nouvelle, mais sauf que tout ça c'est perdu. Et qu'ensuite, il y a 25 ans, c'est une histoire qui dure un quart de siècle, jusqu'à ce qu'on arrive, après beaucoup de difficultés, après énormément aussi d'habileté politique, et pas seulement militaire, qu'on arrive à libérer le temple, avoir un Kohen Gadol, avoir un culte, et avoir aussi une indépendance. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fête? Et en fait, on fête Hanouka sous 2 formes. Il y a les bougies, comme on connaît, et il y a le Hallel, la prière du Hallel qui est dit dans son intégralité pendant 8 jours. Donc, qu'est-ce qu'on fête à Hanouka très exactement, puisque l'histoire, elle n'est pas exactement aussi éclatante que ce qu'on a bien voulu nous raconter quand on était au Gan. Alors, en fait, il y a une question similaire par rapport à l'indépendance de l'État d'Israël qui est posée par le Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav Kook, donc, le Rav Tzvi Yehuda Kook qui pose la question dans un de ses célèbres écrits, à savoir d'où vient la sainteté du Yom HaAtzmaut, du jour de l'indépendance, donc du 5 Iyar de mai 1948. D'où est-ce que ça vient? Il dit, on pourrait dire que la raison pour laquelle on doit se réjouir, la raison pour laquelle on doit dire le Hallel à Yom HaAtzmaut, c'est pour le miracle militaire. Il y a eu un miracle militaire. La guerre d'indépendance, c'est un miracle militaire. On n'est pas encore une armée, on se bat contre 5 armées, etc. C'est quelque chose qui va commencer en décembre 1947, qui va se terminer en mars 1949. 1% de la population en Israël va mourir. Donc, c'est compliqué, c'est pas éclatant. C'est une grande victoire, mais elle n'est pas éclatante. Exactement comme Hanouka, on pourrait dire on dit le Hallel pour la victoire militaire. Sauf qu'une victoire militaire, c'est très bien par rapport à ceux qui l'ont vécu. Mais ce n'est pas quelque chose qui va rentrer dans un calendrier. Ce n'est pas quelque chose, je pense, qui va rentrer dans la ligue du calendrier et donc, en fait, de la fête éternelle, d'un morceau de l'identité d'Israël. Et puis surtout, comme on le voit avec l'histoire de Hanouka, les victoires, c'est très bien, mais il peut y avoir une défaite après la victoire. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, explique le Rav Kook qui dit non, ce qu'on fête, on fête quelque chose de très précis, on fête l'indépendance. Ça veut dire quoi l'indépendance? On fête le passage entre le moment où on est asservi aux nations, ce qui s'appelle l'exil, et le moment, juste après la déclaration, où on est maintenant indépendant. C'est ça qu'on fête. C'est de là que vient la sainteté. Et cette chose-là, elle est oui éternelle. Elle fait oui partie de l'identité. Alors, d'où il sait ça, le Rav Tzvi Yehuda Kook? Quelle est sa source au Rav Tzvi Yehuda? Il me semble qu'on pourrait dire que sa source, c'est Hanouka. Et pas seulement Hanouka, mais les halachot, les lois par rapport à Hanouka, notamment le Rambam Maïmonide sur Hanouka. Alors, je ne vais pas tout vous lire, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, le Hanouka, le Rambam Maïmonide, quand il commence à nous expliquer les lois par rapport à Hanouka, regardez par quoi il commence. Rien ne l'oblige à faire ça. Alors, je vous le dis en fait directement en français. Voilà, regardez la partie qui est directement en français. Donc, en gros, nous raconte Maïmonide, on s'attendait à ce qu'il nous parle du temple, de la fiole d'huile, du 25 Kislev, etc. Il dit non. Il dit pas du tout. Il y a une histoire quand les rois grecs ont décrété énormément de décrets sur Israël par rapport à la religion. Ils ne pouvaient pas étudier la Torah, etc. Ils sont entrés ensuite dans le temple, dans le Beth Amikdash, et ils l'ont donc timou, ils l'ont rendu impur.
j'avance un petit peu, on passe aux Français, les Grecs les opprimèrent jusqu'à ce que Dieu, le Dieu de nos pères, les prit en pitié et que les hommes de la maison de Hashmonaïm, les grands prêtres, les tuèrent, les Grecs donc, et sauvèrent les Juifs de leurs mains. Ils établirent un roi issu des prêtres et la royauté, regardez bien, c'est la phrase auquel je voulais arriver, et la royauté fut de nouveau instituée parmi Israël pour plus de 200 ans jusqu'à la destruction du second temple. Nous dit le Rambam, Maïmonide, la première chose par rapport à l'histoire de Hanouka, c'est qu'il faut que tu comprennes que Hanouka, c'est un point de départ. C'est un point de départ d'une indépendance retrouvée qui va durer jusqu'à la destruction du second temple. Ensuite, dans la deuxième halakha, la halakha bet, dans la troisième halakha, la halakha gimel, il raconte l'histoire qu'on connaît avec le 25 du mois de Kislev, avec la purification du Beth Amikdash, etc. D'accord? Et donc, en fait, comme il le dit dans la troisième halakha, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on allume et il y a Yemé Simcha ve'Halel, des jours de joie et des jours où, de Halel, comment on pourrait dire Halel, de glorification et de remerciement à Hachem. Mais juste une seconde là, avant qu'on finisse. Le Rambam, il connaît un petit peu son histoire. Ça veut dire que si on va depuis les Hanouka, donc l'histoire des Hashmonaïm, et jusqu'à la destruction du second temple, il dit, ça, on le fait, c'est pour ça qu'on dit le Hallel. Mais vous vous rappelez certains des énergumènes qu'il y a pendant ces 200 ans, jusqu'à la destruction du second temple, et il y en a qu'on connaît tous, c'est Hérode, par exemple. La Gemara, le Talmud, dans le traité de Bava Batra, nous dit que Hérode a décimé le tribunal rabbinique, qu'il a tué les rabbins. Alors, on dit le Hallel sur ce Hérode-là. Et je ne sais pas, il y a par exemple le roi Agrippas, sa sœur Agrippas, Bérénice est la maîtresse de Titus. Même après la destruction du temple, on dit le Hallel sur ces gens-là. Et vous savez quoi, on n'est pas besoin d'aller aussi loin dans l'histoire. Venons, on se rapproche de l'histoire de Hanouka. Un des rois Hashmonaïm, Alexander Yanaï, Alexandre Janet. Et Alexander Yanaï, ça devient un sadducéen à la fin de sa vie. Et donc, il est opposé aux rabbins, il est opposé aux prouchim, aux pharisiens que nous sommes. Vous savez quoi? Je vais aller encore plus proche de l'histoire de Hanouka. Rappelez-vous, le dernier frère, celui qui va déclarer l'indépendance, c'est Shimon. Et bien, Shimon, il va régner pendant 7 ans. Et ensuite, Shimon, en moins 135, il est tué par son gendre. Il est tué par son gendre. Il y a même une question chez les historiens, est-ce que son gendre était juif ou pas? Alors, c'est sur ça, mais il le sait ça, Maïmonide, il le sait tout ça. Évidemment que c'est une situation qui n'est pas idéale, mais c'est l'indépendance. Et l'indépendance, c'est la condition, c'est comme ça que Israël doit être. Il n'y a pas de temple sans indépendance. Et l'histoire de Hanouka nous apprend aussi qu'il faut aussi aspirer à ce qu'il n'y ait pas d'indépendance sans le temple. Ça veut dire que, il me semble que l'ordre de Maïmonide dit la chose suivante. Vous me direz si vous êtes d'accord. S'il n'y avait pas eu d'indépendance, il n'y aurait pas eu Hanouka. Ça veut dire l'indépendance retrouvée jusqu'à la destruction du second temple, elle est une condition sine qua non pour l'histoire de Hanouka. C'est pas que la purification du temple et l'histoire de la fiole, mais d'abord, on retrouve notre indépendance. Dans le cadre de cette indépendance, on ne perd pas le nord. On comprend que le but, que la finalité, c'est un Israël qui soit dans l'état dans lequel il doit être et qui puisse rayonner, qui puisse porter sa voix, qui puisse amener la sainteté, et ça passe par le Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on est Israël, c'est comme ça qu'on est juif. Et donc, en fait, il y a une interaction entre les deux. Et en fait, quand on arrive à l'indépendance de Shimon en moins 142, alors on peut valider ce qui s'est passé 18 ans avant, si je ne me trompe pas, qui est la première libération du temple. Et la première libération du temple et l'indépendance interagissent et les deux ensemble créent la fête de Hanouka comme on la connaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Youssef et Yossi. On a eu beaucoup de plaisir à écouter et surtout à se préparer psychologiquement à la dimension. Il faut d'abord la libération, l'indépendance. Il faudra, Bezrat Hashem, la construction du Beth Amikdash. On espère que de Bekarov, on puisse assister à cette même phénomène de notre génération, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. On continue notre programme avec David Chawad qui doit nous parler de la révolte de Bar Korba. Est-elle justifiée?
Alors, est-ce qu'on peut nous présenter tout de suite David Chabouat? La révolte de Bar Korba est quelque chose qu'on a entendu, qui est connu. Merci. Et dans les années 80, il y a eu une grande polémique entre le professeur Arkadi et le professeur Israël Eldad. Est-ce que cette victoire valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de se révolter? Est-ce que cette révolte n'a pas emmené en fait plus de catastrophes qu'elle a amené de bénéfices? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, et peut-être qu'on comprendra aussi sur d'autres révoltes. Est-ce que une révolte, on peut la juger sur le moment, sur ses résultats immédiats, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte? Alors tout d'abord, on ne va pas faire un résumé de la révolte de Bar Korba, on ne va pas essayer de rentrer dans tous les détails historiques, on va juste faire en général un peu le cadre et comprendre de là, est-ce qu'il y a des éléments qui sont rentrés en compte qui nous permettent de juger. Alors la première des choses, la révolte de Bar Korba arrive en 70, il y a là ce qu'on appelle la grande révolte entre 66 et 70 qui se termine avec la destruction de Jérusalem, de Yerushalayim et de Beth Amikdash. Plus tard, il va y avoir une révolte dans les différents exils, la diaspora, ce qu'on appelait la révolte des diasporas en 117, mais qui n'a pas eu d'influence en Israël directement. Par la suite va arriver la révolte de Bar Korba qui va se dérouler entre 132 et 135. Et c'est en fait ce cadre qu'on parle. Après la révolte de Bar Korba, on pourra dire qu'il y a eu un autre exil, beaucoup plus grand qu'après la destruction du temple. Il y a eu effectivement des centaines de milliers de morts. D'après les chiffres que nous disent nos sages, d'après ce que nous disent les historiens, on parle entre 500 000 et 1 million de personnes qui sont mortes. Il est sûr que cet événement-là, a priori, d'après les critères que l'on voit en face de nous, ne s'est pas très très bien passé. Mais il est peut-être là le sujet dont nous devons un peu se pencher. Quels sont les critères de réussite d'une révolte? Est-ce que je ne regarde la révolte que sur le moment présent par rapport à moi? Moi, à mon moment présent, je vois que j'ai perdu quelque chose, on voit que le pays est réduit en feu et en cendres, on voit qu'il y a des familles qui sont exilées dans les 4 coins du monde, qui sont pris en esclaves, je ne parle pas du nombre de morts. A priori, est-ce que ça valait le coup de se révolter? Peut-être qu'on aurait dû laisser la réalité parler, et peut-être aller selon ce que souvent nous entendons dire aujourd'hui, la méthode de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a été de laisser tomber la révolte militaire et de se concentrer sur garder l'aspect spirituel du peuple juif. C'est ce qu'il a fait en demandant au gouverneur romain de pouvoir créer Yavne. Il a demandé Yavne vechachamea avec ses sages afin de continuer la Torah. Maintenant, tout d'abord, quelles sont les conclusions de nos sages? Qu'est-ce que nos sages ont dit sur cette révolte? Tout d'abord, si on veut regarder un regard juif, on veut regarder qu'est-ce que nos sages ont dit. Alors tout d'abord, de façon assez surprenante, on va dire ça comme ça, la grande révolte n'a pas été préparée, n'a pas été prévue à l'avance. Ça a été en fait un événement qui a commencé avec un massacre à Césarée par le gouverneur Florus, qui a tué plus de 20 000 personnes. Il y a eu des représailles. En fait, c'est une révolte qui s'est déroulée, qu'un événement a apporté un autre événement, et qui est arrivé jusqu'au summum en 70, la destruction de Jérusalem. Ça n'a pas été quelque chose de prémédité. Ça n'a pas été quelque chose aussi où on a eu en fait un peuple entier qui s'est révolté autour d'un même leader, autour d'un même sujet. Tout le monde connaît qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, les différents groupes qui se sont non seulement battus contre les Romains, mais se sont battus souvent, hélas, entre eux. Donc, à l'inverse, la révolte de Bar Korba a été préméditée. Comme on le sait, on a le fameux historien Don Cassius romain qui nous explique comment il préparait la révolte en essayant de faire quand il faisait des armes pour les Romains, exprès il faisait des mauvaises armes, les Romains n'en voulaient pas, il les mettait de côté. On sait aussi une autre chose qu'on peut voir avec les yeux, c'est les milliers de grottes qui ont été creusées, notamment dans la région de Yehuda, autour on va dire de Beth Shemesh, et dans la région de la mer Morte. On sait que c'est des grottes qui ont pris des années à être construites, puisqu'en fait la méthode de la révolte de Bar Korba, ça a été de la guérilla, donc de faire une opération de commando et d'aller se cacher dans les grottes pour pas devoir affronter une armée en face d'une armée où ils n'avaient aucune chance. Donc on voit ces grottes qui ont été faites pendant des années, qui ont été préparées, donc c'est quelque chose qui ont été fait. L'autre chose que l'on a, c'est que ce n'est pas une révolte d'un seul homme, ce n'est pas une révolte d'un groupuscule, c'est une révolte d'une nation entière, avec effectivement à sa tête Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva c'est pas n'importe qui, c'est le leader incontesté de nos sages,
nos sages nous disent que Rabbi Akiva, toute la Mishnah, toute la loi orale, c'est lui. Et aussi, c'est intéressant, c'est que la Gemara nous parle aussi que tous les sages de la génération, la majorité, étaient d'accord avec la révolte de Bar Korba. On ne ramène qu'un seul sage qui n'a pas vraiment une véritable grande histoire dans le Talmud, qui était contre la révolte de Bar Korba. Donc, on a cet aspect que les sages ont été avec la révolte, le peuple a été uni autour de cette révolte, et ça c'est important. Maintenant, on pourrait dire le Rambam, quand il va trancher, c'est le seul en fait qui parle de façon explicite dans la halacha de la révolte de Bar Korba, dans les lois royales, Ilchot Melachim, et les lois royales et des guerres, nous parle clairement que Rabbi Akiva a eu raison, que Rabbi Akiva a pensé même que c'était le Mashiach, okay, et que ce qu'il a fait, c'était le Nosé Kelav, c'était le porte-bouclier de Bar Korba. Et donc, de ce fait, le Rambam, qu'on sait qu'il a ce qu'on appelle la Shon Hazahav, on sait que son langage est exact, okay, de façon très claire, la révolte de Bar Korba avait eu lieu d'être point. Ça, c'est au niveau de la halakha pure. Maintenant, on a autre chose que les gens ne savent peut-être pas, et ça, c'est intéressant, c'est que dans le Birkat Hamazon, chaque bracha a été instauré par quelqu'un d'autre, nous dit la Gemara. La première bénédiction par Moshe Rabbeinu quand on a reçu la manne, deuxième bénédiction on a avec Yoshua quand on est rentré en Israël, une bénédiction avec David Ameler, une bénédiction Shlomo Ameler sur Yerushalayim, sur le Beth Amikdash. Et la dernière bénédiction à Tov Vametiv, elle a été instaurée par nos sages. Et ça, c'est un peu surprenant puisque nos sages, d'un coup, ont rajouté quelque chose des années après, David Ameler, des centaines d'années après. Et pourquoi ils ont rajouté cette bénédiction? Sur les deux miracles qu'il y a eu, à Tov Vametiv, que Vespasien n'a pas laissé enterrer les morts de la ville de Bétar, qui était le dernier bastion qui est tombé le jour de Tisha B'Av, qui a en fait été la fin de la révolte de Bar Korba. À Tov, les corps n'ont pas été pourris, n'ont pas été putréfiés, et d'un autre côté, qu'ils n'ont pas senti mauvais. Et c'est le jour de Tou B'Av, c'est une des raisons pour lesquelles on fait Tou B'Av, qu'on a pu les enterrer, et on a pu les enterrer tels qu'ils étaient. Et c'est intéressant qu'est-ce que ça a à voir dans le Birkat Hamazon. Et nos sages nous disent que justement, à chaque fois qu'on fait le Birkat Hamazon, on se rappelle de ce miracle, on se rappelle de cette étincelle. Maintenant, on a vu les sages, on a vu donc la révolte, on a vu que nos sages n'ont pas vraiment de doute là-dessus. Alors on pourrait dire, quelle était la raison de la révolte? Alors on sait que si jamais ils se seraient révoltés uniquement par volonté d'être indépendants, alors effectivement ça a loupé. Puisqu'on a perdu l'indépendance. Mais il y a une chose que nous disent nos sages, que quand on veut anéantir le judaïsme, le peuple d'Israël, à ce moment-là, on est prêt à mourir non seulement pour les trois interdictions que l'on connaît, de ne pas tuer, de ne pas avoir de relations interdites, de ne pas se prosterner, mais même pour un lacet. Et nos sages vous disent pourquoi pour un lacet? Parce que quand on veut anéantir le judaïsme, en fait, on ne se bat pas sur une mitzvah particulière, on se bat sur l'essence du judaïsme. Et là, on en revient à la révolte de Bar Korba. Avant le début de la révolte, la raison de la révolte, c'est qu'on a essayé ce qu'on appelle les Xerot Hadat, ces décrets pour annuler le judaïsme dans le sens d'annuler le peuple d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il fallait se révolter. Quand on remplace Jérusalem, la majorité des historiens aujourd'hui comprennent qu'on a remplacé Jérusalem par la capitale idolâtre, par une ville idolâtre. On change le nom du pays de Juda en Palestine, Palestina. À ce moment-là, on veut éliminer, on veut anéantir le peuple d'Israël. Et donc cette révolte est là pour éviter l'anéantissement du judaïsme et du peuple d'Israël. À ce moment-là, quand on regarde ce critère, c'est le moment de regarder est-ce qu'on avait raison ou pas. Et si on voit qu'aujourd'hui, effectivement, la victoire militaire n'a pas réussi, mais la raison pour laquelle on s'est révolté, oui, à ce moment-là, il y a des réussites. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on peut regarder, pour conclure, l'archéologie, qu'on a un clin d'œil divin qui nous permet de voir certaines choses. Yigal Adin était un archéologue, et quand on a cherché dans toutes les grottes autour de la mer Morte pour essayer de sauver ce que les Bédouins pillaient, les sites archéologiques, Yigal Adin est rentré dans une grotte qui avait déjà été fouillée, et là il a trouvé un parchemin. Ce parchemin-là, c'est la dernière lettre qu'on a trouvée du dernier chef d'état-major de l'État d'Israël, Bar Korba, qui appelle à l'aide les gens d'En-Gedi. Et c'est intéressant que ce soit lui qui l'a trouvé. Une lettre écrite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Yigal Adin, avant d'être archéologue, ça a été le premier chef d'état-major de l'État d'Israël.
le dernier chef d'état-major de l'État d'Israël envoie une lettre d'appel à l'aide, et celui qui va la retrouver 2000 ans plus tard, c'est le premier chef d'état-major de l'État d'Israël, comme pour boucler la boucle. Celui qui était dans la polémique, Israël Eldad, avait l'habitude tous les jours de Tisha B'Av d'aller au musée d'Israël. Il y a là-bas la statue de Vespasien, qui était l'empereur à l'époque de la mer de Bar Korba, et il se mettait en face, il dit, regarde, toi tu es en pierre, toi, on n'a rien qui reste de ton peuple, de tes idées. Nous on est là, on revient, on redevient de nouveau le peuple juif sur sa terre, en gardant les mêmes coutumes, en gardant toutes ces choses-là que vous avez essayé d'annuler, on les a gardées. Et donc de ce fait, si on regarde, si vous voulez, la réussite, les critères de réussite, si je regarde que moi, et maintenant, l'individu et maintenant, la réussite de la révolte, bien sûr, a été un échec. Mais si on regarde la révolte en tant que collectif et sur l'histoire, alors on voit de façon très claire que cette révolte a réussi, puisqu'aujourd'hui, le judaïsme continue, le peuple d'Israël continue, alors qu'aujourd'hui, les Romains sont dans les musées. Et peut-être pour rajouter une petite chose que tout le monde connaît dans le monde francophone, on sait que Goscinny, quand il est mort, il a laissé 3 lettres. Il a laissé 3 lettres au rabbin Sitruk et au rabbin Blum. Et la première des lettres, les gens ne savaient pas qu'il était juif. Aujourd'hui, on le sait tous. Il était marié avec une non-juive, mais on ne savait pas qu'il était spécialement juif. Il a demandé à être enterré en tant que juif. Ok, il a été enterré en tant que juif. La deuxième lettre, il a donné son atelier à la communauté juive. C'est le centre Aleph, rue Garnier à Neuilly. Et sa fille, encore aujourd'hui, entretient l'endroit. Et la troisième lettre, c'est assez incroyable, de qui s'est inspiré pour faire son personnage Astérix. Astérix en français, c'est une étoile en hébreu, c'est Kochav, Bar Korba. Quelqu'un qui était tellement assimilé que personne ne savait qu'il était juif. La chose qu'il a gardée en lui, qu'il a maintenue dans son monde juif, c'est cette petite révolte de Bar Korba. En conclusion, si on regarde la réussite d'une révolte, on voit aujourd'hui que le but de la révolte, avant la révolte, ça a été de mettre les juifs de côté, les éliminer le judaïsme et le peuple d'Israël. Si aujourd'hui, 2000 ans après, on voit, Baruch Hashem, la situation du judaïsme, on voit la situation du Ham Israël, on voit que cette réussite, quand on a regardé le temps, quand on a regardé le collectif, c'est une réussite à n'en plus douter, et on pourrait faire la même chose sur d'autres révoltes qu'on peut regarder avec une perspective historique et une perspective collective. Toda Rabba. Merci beaucoup à David Chawat. Et si on devait résumer, on dirait que nous sommes toujours vivants en tant que collectif, en tant que peuple d'Israël. Netzar Israël lo yeshaker, c'est exactement la prophétie d'Isaïe qui se réalise. L'éternité d'Israël ne se dément jamais. Et donc, de ce fait, peut-être victoire d'un moment ou bataille d'un moment qui n'a pas été gagnée, mais qui fait qu'à long terme, oui, nous sommes toujours présents et oui, nous continuons à participer à l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup pour ce beau message. Nous continuons et terminons cette soirée avec Ariel Assaf. Est-ce qu'on peut le retrouver? Oui, je suis avec vous. Voilà, alors écoute, c'est avec plaisir. Tu as choisi comme sujet 1945, les Juifs se révoltent contre l'Empire britannique. On voudrait en savoir plus. Exactement. Alors, tout d'abord, merci au Rav Morali de m'avoir invité. Et merci à tous les amis qui nous suivent. Alors, je vais lancer le diaporama. Voilà. Donc, on veut parler d'un épisode très spécial de la guerre d'indépendance d'Israël. Un épisode pas toujours connu du public francophone. Tnuat Hameri Haïvri, le mouvement de résistance hébreu unifié qui s'est battu contre les Britanniques, contre les Anglais. C'est un mouvement qui a perduré pendant 8 mois, d'octobre 45 à juin 46. On va un peu découvrir cette histoire parce que pour moi, c'est en fait la révolte la plus proche de la révolte de Hanouka des Hashmonaïm. Parce que qu'est-ce qu'est la révolte des Hashmonaïm? C'est une révolte armée contre une puissance internationale, une des plus grandes puissances du monde, pour recouvrir notre indépendance. Bien qu'à l'époque, nous étions une poignée, et je pense que Yossi Tuitou l'a très bien présenté, une poignée de combattants face aux milliers de combattants d'une superpuissance mondiale. Et quand on parle de la révolte de Bar Korva, c'est très différent parce que la révolte de Bar Korva, on était des centaines de milliers à prendre les armes contre Rome. Évidemment, on s'est mesuré à l'Empire romain, mais on était quand même encore un pays avec des centaines de milliers d'hommes en armes qui a pris la guerre. C'était plus une guerre qu'une révolte.
La Shoah, bien sûr, même les révoltes du type du ghetto de Varsovie, c'est plus un baroud d'honneur qu'une révolte qui a un espoir d'arriver à une indépendance ou une victoire quelconque. On sait que la situation est foutue et c'est un baroud d'honneur. Alors que ce qui s'est passé de 1945 à 1946, c'est vraiment une réédition de l'histoire des Maccabim, quelques milliers de combattants qui prennent les armes contre une superpuissance mondiale, contre l'Angleterre, qui aligne 100 000 hommes en Palestine, en Eretz Israël de l'époque. Et donc, c'est vraiment une réédition et le but est d'arriver à une autonomie, une indépendance juive. Donc, c'est vraiment Hanouka à notre époque. Alors, on se lance. Alors, juste pour synchroniser tout le monde, avant l'État d'Israël, on a plusieurs groupes d'autodéfense, plusieurs groupes armés. Le premier, le plus important, c'est la Haganah. La Haganah qui dépend de l'agence juive, donc du gouvernement d'un pays qui n'existe pas. Et donc, l'obéissance politique de la Haganah, l'allégeance politique, elle est donnée au mouvement socialiste qui gère l'agence juive, à sa tête, bien sûr, David Ben Gurion. Mais il faut comprendre une chose, la Haganah n'a jamais compté plus que quelques milliers de soldats. Et il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget. Et donc, les soldats doivent continuer leur vie. Il faut qu'ils vivent, donc ils vont au travail. Et puis, ils se mobilisent un soir par semaine, 2 soirs par semaine, chacun selon ses possibilités, pour aller faire des coups de main ou pour faire défendre les Juifs en Israël. Mais ce n'est pas une armée constituée. Alors, la Haganah existe déjà depuis les premières décennies du XXe siècle, mais ce qui va se passer, c'est qu'en 1931, il va y avoir une scission dans la Haganah, parce que la Haganah, son nom même veut dire défense. C'est-à-dire que la Haganah se défend, elle protège les villages juifs des attaques des voisins arabes. Mais il y a une faction un peu plus musclée qui dit qu'il ne faut pas seulement se contenter de se défendre, il faut attaquer. Et ils vont faire scission de la Haganah et créer une organisation qui va être la deuxième Haganah, qui va finalement changer son nom en Irgun Tsevaï Leumi, l'organisation de combat national, organisation militaire nationale, qui va être créée. Et plus tard, elle se crée donc en 1931, mais en 1943, elle va être dirigée par Menachem Begin, que vous voyez à gauche. Vous ne connaissez peut-être pas Menachem Begin, ancien Premier ministre d'Israël, sous sa barbe et son chapeau de rabbin. Le Rav Sassover, c'était la couverture de Begin. Quand les Anglais avaient mis sa tête à prix, il se cachait sous une fausse identité, le rabbin Sassover. Donc, on a la Haganah, on a l'Irgun. Ces deux mouvements décident en 1940 de cesser les opérations contre les Anglais. Parce que l'Allemagne nazie est en train de conquérir le monde, l'Europe en tout cas à ce moment-là, et qu'on comprend en Israël que l'ennemi commun, c'est l'Allemagne. Et donc, il ne faut pas affaiblir les Anglais, bien que les Anglais ont publié un livre blanc qui limite l'immigration juive en Israël, bien qu'ils ne permettent pas aux Juifs d'acquérir des terrains en Israël, on comprend qu'il faut les aider dans leur guerre contre l'Allemagne, parce que pour l'instant, l'ennemi, c'est d'abord l'Allemagne. Et alors, on arrivera même à une mobilisation des Juifs d'Israël dans l'armée anglaise, avec des unités, même des unités comme la brigade juive. Et notre ami Shlomo Balzan a parlé tout à l'heure de Hannah Senesh, cette parachutiste. Les Anglais vont former des soldats juifs pour se battre contre l'Allemagne. Mais quand ces deux mouvements font front commun pour aider les Anglais dans leur guerre, il y a de nouveau une scission. Une partie des combattants de l'Irgun dit non. Même on a la guerre contre l'Allemagne, mais les Anglais continuent à empêcher l'immigration juive. Il y a des centaines de milliers de Juifs en Europe pris au piège qui voudraient s'enfuir, venir en Israël, mais ils ne peuvent pas parce que les Anglais bloquent les frontières. L'histoire la plus connue, la plus tragique, c'est le bateau Struma qui vient de Roumanie et auquel les Anglais ne permettent pas de quitter la mer Noire. Et finalement, le bateau sera torpillé en mer Noire et sur les 721 passagers, 720 vont mourir noyés dans les eaux de la mer Noire. Il y aura l'histoire du Salvador, un autre bateau d'immigrants qui va, couler dans le cas à cause d'une tempête avec plusieurs centaines de victimes. Donc, même pendant la guerre, les Anglais continuent leur politique anti-juive et empêchent l'immigration qui aurait permis des Juifs de fuir le nazisme. Et donc, il y a une scission qui est faite. Et ces combattants qui font scission disent on continue la guerre contre les Anglais tant que les Anglais ne changent pas leur politique face aux Juifs. Et ils vont créer un mouvement qui va s'appeler le Lehi, Lochamei Cherut Israël, les combattants pour la liberté d'Israël,
on l'appelait aussi le groupe Stern, du nom de son fondateur, Avraham Stern. En 1942, Avraham Stern, Yair dans son nom de guerre, est assassiné lâchement par la police anglaise. Et à sa suite vont venir 3 dirigeants, vous les voyez en photo, Yitzhak Yerenitsky, qui va être le futur Yitzhak Shamir, Premier ministre d'Israël, Nathan Yelinmor, qui va être politicien, et à gauche, Israël Shaib, Israël Eldad, le père de Arié Eldad, qui était parlementaire. Donc ça, on a donc 3 mouvements clandestins, 3 mouvements armés juifs, qui ont chacun leur orientation. Il y a une 4e formation dont je n'ai pas parlé, je la mentionne brièvement pour que les gens comprennent, le Palmar. Le Palmar, c'est les unités de choc, mais ils font partie de la Haganah. C'est en fait la seule force engagée de la Haganah. J'ai expliqué que les gens de la Haganah, ils font quelques jours par semaine et retournent travailler. Le Palmar, lui, est hébergé dans les kibbutzim, donc il donne 2 semaines de travail par mois au kibbutz, et en contrepartie sont nourris pendant 4 semaines, ce qui permet d'être tout le temps actif. On peut les appeler à tout moment, et le commandant est Yitzhak Sadeh. Mais le Palmar fait partie de la Haganah, donc il obéit à David Ben-Gurion. La Seconde Guerre mondiale est finie, les Anglais reviennent en force en Eretz Israël, et on espérait une amélioration du sort des Juifs d'Eretz Israël. Mais non, les Anglais continuent poursuivre leur politique de livre blanc, d'interdire la aliyah juive, de restreindre les acquis de territoire à 5% du territoire. Sur 95% du territoire d'Israël, les Juifs n'ont pas le droit d'acheter des terrains. Et donc, le Yishuv part en guerre contre les Anglais pour annuler ces décrets anti-juifs. Alors, ça commence par des manifestations. Et regardez la manifestation à Tel Aviv, à Tanar ou à Mandat Shelanu. Venglia lo tuchal levatlo. Notre charte, notre base morale de notre présence en Israël, c'est le Tanar, et le mandat britannique ne pourra pas l'empêcher, on rentrera de force. On continue en parallèle avec la Hapala, on intensifie les bateaux clandestins qui arrivent en Israël, et les Anglais vont leur donner la chasse et interner les immigrants qu'ils capturent dans un premier stade au camp de Atlit près de Haïfa. Et en parallèle avec les manifestations et l'aliyah clandestine, on commence à prendre les armes. Alors à gauche, vous avez un manifeste, Hachoma, et il y a marqué la chose suivante, je vous le traduis. La Grande-Bretagne a déclaré la guerre contre le peuple juif. Le peuple juif va répondre à la guerre par la guerre. La révolte juive va s'amplifier, elle ne fait que commencer. Les mouvements clandestins hébreux, pardon, pas de juifs, mais d'hébreux, les mouvements clandestins hébreux se mettent au service du peuple d'Israël, abat le gouvernement nazi britannique, abat les successeurs de Titus qui rendent impure notre terre sainte, et le pays sera reconstitué. Vive l'Aliyah libre, vive l'État des Juifs. Et vous regardez la signature, Tenuat Hameri, le mouvement de révolte. La date, le 3 Tishri 1945. Donc on n'a plus maintenant la Haganah, on n'a plus l'Irgun, on n'a plus le Lehi. Les Anglais ont réussi à faire quelque chose d'incroyable, la chose la plus dure à faire pour des Juifs, c'est de s'unifier. Mais contre l'ennemi commun, tous font front commun et créent un front commun qui s'appelle le Tenuat Hameri Ivri. Et il y a un commandement unifié dirigé par Moshe Sne, qui dirige un comité appelé le comité X, qui valide toutes les actions de sabotage anti-britannique menées par les 3 mouvements qui travaillent main dans la main. Alors, on va un peu voir ce qu'ils ont fait aux Anglais. Ils leur ont fait la vie dure. Les Anglais vont beaucoup en baver. Alors là, on voit les 3 groupes de combat à gauche, l'Irgun, le Lehi, la Haganah et le Palmar. Et la première frappe va être en octobre 1945. J'ai dit qu'un des grands problèmes, c'est que les Anglais limitent la aliyah à 15 000 certificats d'immigration par an. Mais imaginez qu'on est après la Seconde Guerre mondiale. Les camps de concentration ont été libérés. Et que sont devenus les Juifs libérés des camps de concentration? Ils sont toujours encore dans les camps, ils sont libres, mais dans les camps. Pourquoi? Parce que leur village, leur maison ont été détruites, leurs familles ont été massacrées, et donc ils décident de refaire leur vie, plus dans l'Europe maudite, mais en Israël. Ils sont 300 000. Au rythme de 15 000 certificats par an, il va falloir 20 ans juste pour vider les camps, sans parler de tous les autres Juifs qui veulent venir en Eretz Israël.
Et donc, l'Aliyah clandestine s'intensifie. On va de plus en plus de bateaux et de plus en plus grands arrivent avec des immigrants clandestins. Les Anglais, bien sûr, parlent d'immigration illégale, mais je refuse d'appeler illégal un retour de juifs en Israël. Qu'est-ce qu'il y a de plus légal qu'un juif qui rentre à la maison? Donc, nous, on va parler d'immigrants clandestins. Et quand ils sont attrapés par les Anglais, ils sont internés au camp d'Atlit. Alors, la première frappe du mouvement de résistance nationale va être de faire évader tous les internés du camp d'Atlit. Alors, à ce moment-là, il y a 208 personnes, immigrants clandestins internés au camp d'Atlit. Vous voyez les baraquements de l'époque, c'est au sud de Haïfa. Et le 9 octobre, le Palmar entre dans le camp, neutralise les sentinelles et emmène à marche forcée tous les 208 habitants à travers le Carmel que vous voyez derrière jusqu'au kibbutz de Yagour. Petite page de publicité, le Keren Kayemet, le KKL, fait chaque année une semaine de randonnée en Israël, en mars. Et cette année, dans le cadre de cette randonnée, on aura l'occasion de refaire cette marche depuis le camp d'Atlit jusqu'au kibbutz Yagour. À la suite de ces évadés, je vous invite à vous joindre à nous, contacter le KKL. Comme je suis guide, je ne peux pas m'empêcher aussi de mettre quelques photos actuelles. Donc, vous voyez aujourd'hui ce qui reste, les baraques du camp d'Atlit et un bateau de l'Aliyah clandestine qui a été amené à Atlit. Et vous pouvez le visiter et voir les conditions terribles dans lesquelles ces gens voyageaient. La seconde action d'envergure, parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'actions contre les Anglais, je ne vais pas vous faire le détail parce que là, on est là pour la soirée. Je me concentre sur quelques actions qui étaient vraiment les actions d'éclat. Le 1er novembre 1945 va s'appeler la nuit des trains. La nuit des trains, en une nuit, on va détruire le réseau ferroviaire en 151 points divers dans le pays, du nord au sud. Les rails sont dynamités. On attaque les stations de chemin de fer. On fait on fait sauter des locomotives. Et comme vous voyez, bien sûr, s'il y a 151 actions simultanées, le gros de la masse, c'est la Haganah et le Palmar, parce qu'eux disposent de plusieurs milliers de soldats. Le Hetzel n'est que quelques centaines, quelques milliers, mais dans les quelques milliers en dessous du 5000, et le Lechi n'est quelques centaines. Donc, le gros de la masse, c'est bien sûr la Haganah, mais tout le monde y participe. Et si vous regardez en bas à droite, il est marqué que le Hetzel et le Lechi, eux, ont attaqué la gare ferroviaire de Lod. Ce n'est pas n'importe laquelle. Lod, c'est le nœud du circuit ferroviaire israélien en Israël. Donc, c'est la gare la plus importante. Là-bas sont tous les aiguillages, les entrepôts. Et ça, c'est attraqué par le Lechi et le Hetzel. Donc, en une nuit, 151 sabotages des lignes ferroviaires. Une catastrophe pour les Anglais. Regardez les trains déraillés, remettre les rails en état, récupérer les locomotives. Un grand coup porté aux Anglais. Le 25 février 1946, c'est la nuit des aérodromes. Alors, on va attaquer et on va faire sauter pas moins de 29 avions militaires anglais sur leur terrain d'atterrissage, sur leur base. Pourquoi on s'attaque à l'aviation anglaise? Parce que ces avions sont utilisés par les Anglais pour faire de la reconnaissance en mer et détecter les bateaux clandestins. Donc, quand un bateau s'approche des côtes d'Israël, il est détecté par une patrouille aérienne qui alerte la marine anglaise et qui vient arraisonner le bateau. Et donc, on détruit 29 avions. Je rappelle que les avions, ça coûte cher et les Anglais n'en ont pas des centaines en Eretz Israël. C'est de nouveau un grand coup frappé. Plusieurs aérodromes sont attaqués simultanément et 29 avions sont détruits. Le 23 avril, on attaque la station de police de Ramat Gan. Alors, pourquoi j'ai mis cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup de stations de police qui ont été arrêtées, qui ont été attaquées. Pourquoi on le fait? Parce que dans les stations de police, il y a des dépôts d'armes. Il y a les armes des policiers de la région. Donc, on a besoin de s'armer. On attaque des bases militaires anglaises, on attaque des stations de police pour s'armer, pour leur prendre leurs armes. L'histoire de Ramat Gan est un peu spéciale parce que Dov Gruner, qui était un rescapé de la Shoah, a été capturé, il a été blessé et capturé par les Anglais. Et plus tard, il sera pendu dans la prison de Akko. À Ramat Gan, devant l'endroit où ils ont été arrêtés, il y a un monument qui rappelle la fin de Dov Gruner et de ses 3 compagnons qui sont tombés. Les 3 sont morts tout de suite. Dov Gruner, lui, a été fait prisonnier et après, il a été pendu, mais avec lui se trouvaient Israël Feinerman, Yaakov Zlotnik et Yitzhak Bilou. On fait sauter le radar de Stella Maris. Vous avez une photo de Stella Maris à Haïfa. Il y a là-bas un radar, même chose que les avions. C'est un radar qui détecte les bateaux de l'Aliyah clandestine.
on va faire sauter ce radar. Donc, on mène une vie très dure aux Anglais, mais le grand coup, le coup fatal, va être porté le 16 juin 1946. Le 16 juin 1946 va recevoir comme surnom la nuit des ponts. Là, vous voyez sur la photo le pont du Yarmouk. Le Yarmouk, c'est le pont de chemin de fer de la ligne de chemin de fer qui va depuis Israël vers la Syrie, pardon. Et on fait sauter ce pont. Mais là, vous voyez à droite la photo de moderne. Ce pont n'a toujours pas été réparé, comme nous n'avons pas d'accord de paix avec la Syrie, donc il n'y a pas de train vers la Syrie. Donc le pont est en même état où il a été mis le 10 juin 1946. Mais regardez à gauche la carte, vous voyez la carte des ponts qui ont été dynamités. Vous voyez qu'il y a deux ponts, les ponts d'Arziv sur la ligne de chemin de fer qui va au Liban, les ponts routiers de Metula qui vont vers le Liban, le pont routier de Gesher Benot Yaakov qui va vers la Syrie, le pont ferroviaire du Yarmouk qui va vers la Syrie et vers la Jordanie, le pont Gesher Yarden, Gesher Damia, Gesher Allenby, 3 ponts sur le Jourdain qui mènent vers la Jordanie et 2 ponts à Gaza qui mènent vers l'Égypte. Donc, ce qu'on a fait, on a coupé le pays d'Israël de tous les pays voisins. Israël est isolé. Et pour les Anglais, c'est un coup fatal parce que tout leur ravitaillement, la solde de leurs soldats, l'équipement, les permissionnaires qui partent, tout passe par le système ferroviaire. Or, Israël est entièrement isolé. Mais le but était double. Non seulement de faire un grand coup, de porter un grand coup, mais comprenez que pour les Anglais, ça montre la capacité d'organisation de ce mouvement de résistance. Pouvoir faire des actions depuis l'extrême nord d'Israël jusqu'à l'extrême sud, en passant par le centre, et tout chronométré, synchronisé, parce que si la bataille n'avait pas été synchronisée, après le premier pont qui saute, l'armée anglaise est en alerte et elle va protéger les ponts. Donc il va être tout synchronisé, et ça montre une capacité d'organisation et de frappe absolument incroyable qui va donner aux Anglais à réfléchir. Mais la deuxième chose est que c'est un dégât matériel important. Restaurer ces ponts, les reconstruire, ça va coûter énormément d'argent. Or, les Anglais ont justifié le fait qu'ils interdisent la Aliyah par le fait que ça coûte un budget trop cher et qu'ils ne peuvent pas se payer le budget de s'occuper, de gérer un pays avec tellement d'habitants. Alors, on a dit aux Anglais, ah, ça vous coûte cher d'accueillir les Juifs en Israël, ça va vous coûter beaucoup plus cher de leur interdire de venir. Et là, effectivement, c'est un coût qui va coûter très, très cher à l'Angleterre puisqu'il faut réparer ces ponts. Une partie vont être réparés, d'ailleurs pas tous. Et ça va faire que les Anglais vont devoir encore renforcer leur présence en Israël. Ils vont devoir engager 100 000 soldats en Israël. 100 000 soldats. C'est énorme, un contingent de 100 000 soldats. C'est énorme en main-d'œuvre, c'est énorme en budget. Et surtout que l'Angleterre se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Elle a besoin de ses forces vives, de sa jeunesse. Elle a besoin de son argent. Donc, ça devient un gouffre sans fond, le pays d'Israël. Et donc, après cette attaque des ponts, les Anglais décident de frapper très fort. Il faut qu'on explique aux Juifs qu'ils ont dépassé les bornes. Et alors, ce qu'ils vont faire juste après, ça va être le 29 juin 1946, qu'on va appeler le Shabbat noir. Les Anglais vont bloquer tous les accès routiers aux grandes villes pour mettre tout le monde en couvre-feu. Et ils vont investir 27 kibbutzim pour rechercher des armes, pour rechercher des documents. Ils vont arrêter 2700 personnes, dont pratiquement tous les dirigeants de l'agence juive, sauf David Ben Gurion qui se trouve en Europe. Donc les dirigeants de l'agence juive sont arrêtés. La grande cache d'armes du kibbutz Yagur a été trouvée. D'ailleurs, les Anglais sont impressionnés par la quantité et la qualité des armes dont dispose le Palmar. Mais c'était un très, très grand coup qui était porté à la Tnuat HaMeri. Il faut comprendre que ce coup est surtout porté à la Haganah, parce que la Haganah dépend du Yishuv organisé, elle dépend de l'agence juive, ils sont dans les kibbutzim, les Anglais savent où les chercher. Les combattants de l'Irgun, les combattants du Hetzel, qui sont des loups isolés, sont très durs à trouver pour les Anglais, et donc la plupart des arrestations vont porter contre la Haganah et pas contre le Hetzel et l'Irgun, et c'est pour ça que quand le mouvement de résistance va essayer de se venger du Shabbat noir, le rôle va en être dévolu à l'Irgun. Et qu'est-ce que l'Irgun va choisir comme cible? Il va choisir une cible qui a été choisie depuis longtemps, et ça, c'est l'attaque phare. Disons que les ponts, c'était le plus grand coup, mais dans le prestige, on va s'attaquer au siège du pouvoir anglais, le quartier général de l'administration anglaise, qui est l'hôtel King David. Alors, on attaque cet hôtel, on le dynamite, et comme vous allez voir, et voilà, toute l'aile sud saute, et l'aile sud, c'est très important parce que c'est là-bas que se trouvait
le quartier général de la police secrète qui donnait la chasse aux juifs, aux combattants juifs contre l'Angleterre. Donc, on a démoli tout ce quartier général avec leurs documents, avec tout ce qu'ils avaient. Le problème, c'est que l'Irgun a fait pénétrer des bidons de lait piégés qu'il a mis dans le restaurant, dans les cuisines en sous-sol, à côté des piliers qui soutiennent l'hôtel. Mais ils ont annoncé au directeur de la sécurité, au chef de la sécurité de l'hôtel, que l'hôtel est piégé, qu'il faut évacuer. Le responsable de la sécurité ne fait pas évacuer l'hôtel. Il y aura dans cette explosion 90 victimes, ce qui n'était pas prévu. On espérait que l'hôtel serait évacué. Il y a eu 90 victimes, anglais, arabes et juifs. Parce que d'abord, il y a des arabes et des juifs dans l'administration anglaise. Il y a aussi des juifs ou des arabes qui viennent demander un permis de construire ou un permis de conduire, puisque c'est l'administration anglaise. Mais c'était un coup très, très fort qui était porté au prestige de l'Angleterre, le centre du pouvoir qui est dynamité par les juifs. Et là, c'est la fin du mouvement de résistance unifié. Parce qu'après le Shabbat noir, la Haganah se dit, si maintenant, c'est après la nuit des ponts, on a eu le Shabbat noir, là, après le King David, ça va être le Shabbat noir, terrible, noir, ténèbres. Donc, ils se désolidarisent et disent aux Anglais, non, c'est pas nous, c'était l'Irgun, et ils se désolidarisent et c'est la fin de ce mouvement unifié. Alors, on va continuer à se battre contre les Anglais jusqu'en 1948, jusqu'au dernier jour, jusqu'à qu'ils quittent le territoire d'Israël, mais chacun de façon autonome, et malheureusement aussi chacun de temps en temps en tirant les uns sur les autres, ou en se dénonçant les uns les autres britanniques, pas très beau. Mais on a quand même eu cette belle époque de Tnuat Amiri Evri, qui pour moi est la période qui ressemble plus à l'époque de Hanouka, où quelques milliers de soldats se sont battus contre 100 000 soldats anglais de la plus grande puissance mondiale. On va arriver bien sûr au jour où les Anglais abaissent le drapeau. La discussion continue. Qui a chassé les Anglais du pays? Alors, bien sûr, le Irgun et les Lehi disent c'est nous par notre action musclée. La Haganah dit c'est nous par notre action plus politique et plus pondérée. En fait, quand les archives anglaises ont été ouvertes aujourd'hui, il s'avère que l'Exodus et l'attaque contre le King David, ce sont les attaques qui ont fait déborder les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Et donc, ces attaques contre l'Angleterre qui les ont décidé à quitter Israël et à rentrer chez eux. Dieu merci, aujourd'hui, on est revenu à l'époque des Hashmonaïm. On n'a plus 3 mouvements clandestins. On a une armée unie, Tsahal, qui a incorporé en 1948 tous ces mouvements de résistance dans une armée qui rassemble tous les juifs de droite, de gauche, religieux, pas religieux, nouveaux immigrants, anciens. Et je ne peux pas finir ce passage sur la résistance juive sans finir par quelques notes de cette prière magnifique pour la santé de nos soldats. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. C'est bien sûr magnifique, alors pas de problème, vous rentrez sur YouTube, vous cherchez la bracha, le Shlom Chaylet Tzahal, et vous pourrez l'écouter dans son entier. Voilà. Alors, je remercie le Rav Sadia Morali, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rends l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette dernière partie qui était la partie contemporaine de cette lutte qui nous accompagne depuis des millénaires et qui, Bezat Hashem, aboutira un jour à la libération totale d'Israël et de la Géoula Shelema pour l'âme Israël. Un grand merci à nos intervenants. Merci aussi à tous les participants qui ont assisté ce soir, sachant que la concurrence était grande avec le mondial ce soir. Je peux vous rassurer, si c'est vous rassurer, il y a 2-0 pour la Suisse. Je vous invite à regarder vos médias. C'est pas la Suisse ce soir, c'est pas la Suisse. L'Argentine. La suite. Voilà, une bonne soirée à vous tous, un grand merci et au plaisir de se retrouver le mois prochain, si Dieu veut, pour une nouvelle émission. Merci à vous et une bonne soirée.
Sameach, un grand merci Rav Morali pour tous ces programmes et pour tous ceux qui étaient là. Vous avez été plus d'une centaine, 150 à suivre ce magnifique programme. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach à vous tous.